Nadège Lannery-Dagen, donc, va nous parler d'une histoire de l'art, point de suspension pour tous, et elle a voulu rajouter « et pour un temps hein, », pour tous et pour un temps. Nadège Lannery-Dagen est professeure d'histoire de l'art à l'École normale supérieure. Elle a enseigné à l'Université de Lille et à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elle est spécialiste de la fin du Moyen-Âge et de la période moderne et auteure d'une monographie sur Rubens. Elle a travaillé sur le corps, les éléments de la nature, les animaux, les âges de la vie et la représentation de l'argent en adoptant une perspective prolongée jusqu'au XXIe siècle. Elle a été co-commissaire de l'exposition La Toilette au musée Marmottan-Monet à Paris. Elle est auteure aussi de 2 romans, Le dernier voyage de Léonard et L'étoile brisée. Elle a publié en 2011 Une histoire de l'art pour tous, récemment rééditée. Et c'est avec son autorisation donc que j'ai emprunté son texte. Et avant cela, elle avait publié 2 ouvrages essentiels que je recommande régulièrement en bibliographie à mes élèves. 2 ouvrages essentiels pour aborder l'art et son histoire, qui sont Lire la peinture dans l'intimité des œuvres et Lire la peinture dans le secret des ateliers. 2 ouvrages qui sont parus il y a déjà à peu près une vingtaine d'années. Hein. Ça ne me rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est toujours très vivant et très actuel. Merci. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais dire à Léa Saint-Raymond, qui est une toute jeune collègue, qu'effectivement, la situation des précaires est difficile et qu'effectivement... Est-ce que vous m'entendez là ? J'ai une voix très forte et donc j'ai toujours peur de faire exploser le micro. et que d'autre part, il faut un petit peu de temps avant d'approcher les histoires comme ça, générales. Il faut un peu de cheveux blancs teints. Donc il faut qu'elle ait un peu de patience. Mais ce qu'elle a fait est déjà admirable et donne à réfléchir. Alors maintenant, je passe à moi, puisque M. Bray m'a fait l'invraisemblable honneur d'intituler ce... Je ne crois pas que vous m'ayez demandé la permission. Je l'ai découvert avec sidération. À vrai dire, et je me suis dit, mais il l'a fait exprès ou il ne sait pas ? Mais si. Et donc, je vous remercie, mais bon. J'ai dû... Vous imaginez, et je vous remercie, Monsieur Bray, au contraire de cette invraisemblable intention. Alors, elle me gêne à tout point de vue, parce que d'abord, il ne s'agit pas de faire de cette chose que je vais dire une publicité. Elle me gêne aussi, et c'est là que ça devient un peu plus intéressant, c'est que cette histoire de l'art pour tous, j'ai demandé à ce que soit rajouté pour notre temps, et vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas moi, mais à culpa, qui ai choisi ce titre. Je ne voulais pas de ce titre. Et d'une certaine manière, il m'a gênée au point que, pendant quelques années, j'ai eu du mal à assumer ce livre. Il se trouve que mon éditeur, que j'aimais beaucoup, Jean-François Bariel, que j'avais suivi de chez Flammarion à Azan, était en train de périr d'un cancer. Je n'ai pas voulu m'y opposer. Ce titre est un titre commercial. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi ? Je crois que j'ai assez écrit pour la divulgation, pour qu'on ne pense pas que si je ne veux pas pour tous, c'était par morgue. Certainement pas. Mais pour tous, c'est un leurre. J'ai retenu, monsieur, tout à l'heure, ce que vous avez dit. L'histoire de l'art n'intéresse pas grand monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous êtes nombreux ici. Vous êtes nombreux, mais par rapport à la population marseillaise, quel est l'âge représenté ? Du point de vue des genres, du point de vue des milieux sociaux, du point de vue... Voilà. J'étais dans le train tout à l'heure. J'étais
entourée, je suis très indiscrète dans le train. J'ai pris cette photo. C'était mon voisin. 18 mois ponctués de réussite commune pour Captain, de difficultés marketing surmontées. Tous les ordinateurs étaient sur ce genre de choses. L'histoire de l'art, elle n'intéresse presque personne. Elle intéresse très peu, mais elle a cet avantage d'intéresser avec passion. Je ne vais certainement pas faire comme Léa qui sait lire des chiffres et moi je m'en mêle dans les chiffres. Ce que je sais, c'est que art et beau livre, mais si vous voyez la distinction, je veux dire, il y a les arts et puis un beau livre, ça peut être un livre sur les jardins, sur la cuisine, sur le bricolage, du moment qu'il est grand et plein de photos. Art et beau livre sont 2,3% du marché, ce qui veut dire qu'il y a 0,8% de livres d'art sur le marché de l'édition d'art. En 21, ça a augmenté, c'est très bien, et ça a augmenté aussi pour l'art et les beaux livres. Pourquoi ça a augmenté? Par rattrapage, je cite ici Pascale Lautorel, présidente du groupe des éditeurs d'art. Le segment du livre d'art et du beau livre a enregistré, nous sommes en 2020, une baisse de 36% du chiffre d'affaires, très marquée au sein du segment de livres des beaux-arts, moins 57,8%, ce qui est énorme. Pourquoi? Mais parce que la plupart des livres d'art que nous faisons, ils se vendent, enfin, pas que nous faisons, mais la plupart des livres d'art qui se vendent, ce sont des guides à l'occasion du tourisme et ce sont des catalogues d'exposition ou dans les librairies des musées. Quand les musées sont fermés, quand les avions, ce qui est très bien pour la planète, ne nous emmènent plus à Acapulco, il n'y a plus de raison de faire d'exposition, de catalogues ou de livres sur l'art. Alors, pourquoi je ne voulais pas pour tous? D'abord parce que je pense que c'est un mensonge et que je déteste mentir, et puis de toute façon je ne sais pas mentir, ça se voit tout de suite. Ensuite, parce qu'il y a vraiment de la démagogie dans tout ça. L'histoire de l'art pour les nuls. L'histoire de l'art pour les nuls, c'est pas qu'elle soit, c'est pas ce qu'elle contient. Je l'ai feuilletée, elle n'est pas si mal. C'est bien ça qui me gêne. C'est que non, d'abord, pourquoi est-ce qu'on ferait une sorte d'équivalent, tous nuls? Bon, la collection, vous la connaissez, elle tient, mais il y a une formidable démagogie dans Pour les nuls. Et regardez, comme un immense musée, mais en moins poussiéreux et en plus amusant. Ça veut dire qu'il ne faut plus aller au musée, mais seulement regarder une histoire de l'art pour les nuls. Et ça me tue. Et encore plus, l'histoire de l'art pour les nullissimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait au prochain stade? Vous comprenez pourquoi, pour tous, c'est pas le projet. Grand Dieu, j'ai essayé vraiment de toucher les gens et le plus de gens possible. C'est bien la difficulté, peut-être j'ai voulu trop. Et je remercie Léa, je vais reprendre certaines de ses formules. Pourquoi ça me gênait? Parce que quand on regarde le texte là-dedans, les nullissimes, je ne l'ai pas regardé pour vous dire, mais les nuls, je l'ai regardé. Mais c'est un que sais-je d'histoire de l'art en mieux fait. C'est super savant. C'est super savant, mais avec des formules un peu démagogiques, on y reviendra dans l'expression, qui font passer une science assez importante. Et ce mélange-là, je trouve qu'il est d'une démagogie, d'un mépris social absolu. Voilà pourquoi, pardon Monsieur Bray, j'ai écrit une histoire de l'art pour tous, et la formule histoire de l'art pour tous continue à me peser, à me gêner. Vous voyez ce que j'appelle la démagogie. Ça vient de l'histoire de l'art pour les nuls. Elle est peu illustrée, bien sûr, c'est une question de coût, j'y reviendrai. Prenez votre souffle, retroussez vos manches. En l'espace de quelques milliers d'années, ouais, ça commence à 30 000 et ça va jusqu'à notre ère. Quelques milliers d'années, oui. Donc, on a un écrasement d'abord, qui fait qu'on ne comprend plus rien, puisqu'on est à la fois dans la préhistoire, l'âge des chasseurs-cueilleurs nomades, et des taureaux ailés de Khorsabad aux pyramides d'Égypte, trompe-l'œil grec, jusqu'à la période néolithique et post-néolithique, jusqu'à la période historique. Mais c'est quoi ça? Puis après viennent des chapitres en réalité extrêmement sobres. Donc, on peut s'appuyer sur ces appels envie d'acheter, que sont ces entêtes de chapitres, pour acheter un produit dont je pense qu'il n'est pas lu. Mais il est acheté, c'est ce qui est le plus important. Il est acheté un temps puisqu'on ne retrouve pas, ce n'est plus disponible. Alors, ensuite, il y a la question du prix. Vous voyez format Kindle, ce sont les liseuses.
Quand il n'y a pas beaucoup d'images, on peut se faire un format Kindle et c'est moins cher. Et sinon, c'est 22,95 €. C'est pas si bon marché que ça, 22,95 €. Ce matin, j'écoutais France Inter et on dissertait sur les 25 € d'augmentation mensuelle du gaz. Était-il supportable pour les foyers? Voilà. Donc, toutes choses égales par ailleurs. Pour tous. C'est rien, peut-être pour ceux qui sont dans la salle, y compris pour moi. C'est beaucoup pour d'autres, pour tous. Bon, Histoire de l'art, Jacques Tuillier, 30 €. Tout sur l'art, j'y reviendrai. 19 € relié, broché 29 €. Histoire de l'art, je tiens le pompon. 39,95 €. Je suis désolée, c'est pas moi qui suis responsable. Mais une histoire de l'art pour tous à 39,95 €, ça me déchire. C'est tout. Vous remarquez, hein, 9,95 €, 9,90 €, 30. Là, au moins, ils sont honnêtes. 2,95 €. Je veux dire, c'est pour pas monter à l'unité d'avant. Enfin, c'est des mœurs de n'importe quoi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ça coûte si cher alors qu'on veut faire un livre pour tous? Pour plein de raisons. D'abord parce que souvent, ce sont des livres dodus et qu'on ne les traduit pas. Si on ne les traduit pas, on les vend que aux francophones. Et donc, si on ne les vend pas à beaucoup de gens, on les vend bien cher. Voilà. C'est une des raisons, bien entendu. Ces livres, il faut qu'ils attirent l'attention. J'adore ce truc que j'ai trouvé sur Amazon. Histoire de l'art pour tous, rapporté au buste. Vous avez, où ça? Un gros, beau livre grand avec le savoir. Une histoire de l'art, c'est une histoire qui rassure. Tout dans une brique. Où vous avez ça? Tout dans une petite brique. Comme un portable. Et je trouve que ce rapport, enfin, c'est quand même des images incroyables. Vous ne le feriez pas pour un roman. Donc ça veut dire que la présentation doit être soignée pour faire une histoire. Alors là, je ne veux pas dire qu'elle soit bonne ou mauvaise dans ce cas-là. Je veux dire que quand on est un commerçant, et je vous assure que les éditeurs sont, et c'est normal, des commerçants, hein, en général, les secteurs d'histoire de l'art, je ne parle pas des purs, mais les secteurs d'histoire de l'art des grandes maisons, ça fait quelques décennies que je les fréquente, c'est les danseuses des maisons d'édition. On ne leur demande pas de gagner de l'argent, mais on leur demande de ne pas en perdre, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Donc, il faut soigner ça. D'où les détails sur le produit. D'abord, la brique, elle doit être grosse. Ça, c'est le Tuillier. Jacques Tuillier, professeur au Collège de France. 720 pages, il est décédé. 1,9 kg. Je veux dire, le savoir, ça doit avoir un poids. Ben, ça, c'est bête, hein, mais une histoire de l'art pour tous, ça se prétend un savoir global et ça compte. Le mien, je ne sais pas son poids. 564 pages, 20 cm. Mais c'est vrai aussi que faire une histoire de l'art en 20 pages, il ne faut pas se moquer des gens. Donc bien sûr qu'on va avoir beaucoup de pages. Si vous saviez ce que ça a été compliqué et crève-cœur, bien sûr que c'est crève-cœur, comme vous l'avez dit, ce sont des fragments, Léa. On ne peut pas. C'est une sorte d'absurdité formidable, extraordinairement amusante à tricoter. Mais qu'est-ce que j'ai été frustrée en la faisant? Non, ça, c'est pas possible. Non, ça coûte trop cher de rajouter un cahier. Ça coûte trop cher. Mais oui, bien sûr que ça coûte trop cher. Et puis à la fin, on ne le tient plus dans la main. Donc c'est normal. Ça signifie que sur les argumentaires de vente dans les librairies, il y a plein de chiffres. Panorama, c'est un très bon livre, hein, le Stephen Farsing. Je vais y revenir. Plus de 1600 œuvres commentées. 85 époques. 160 chefs-d'œuvre. Alors, comment on classe chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre, ça n'a aucune idée. Hein. J'ai écrit un livre au tout début de ma carrière qui s'appelait Les 150 chefs-d'œuvre. Je ne les ai pas retrouvés d'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est devenu, ça a dû être pilonné. Mais bon, voilà, j'étais jeune. Tous les outils indispensables. Une histoire de l'art pour tous. Je parle du point de vue, quand vous êtes auteur, vous devez aussi parler avec des éditeurs. Je veux dire, c'est normal, ils mettent de l'argent sur vous, il faut être correct. Et donc, il faut rentrer dans les raisons pour qu'ils rentrent dans les nôtres. Bon, donc il faut savoir qu'on en passera par là. Et puis regardez les arguments quand vous essayez de faire quelque chose de sérieux. Quel est le sens caché des lignes de Nazca? Il n'y a pas de sens caché. Pourquoi les demoiselles de Picasso ont-elles tant choqué? Il faut passer par le scandale. Quelle est la signification des peintures japonaises? 41 historiens de l'art. Alors même ça se porte, ça c'est important. Sur le nombre des collaborateurs. On y reviendra à propos de collectif. Moi, j'étais toute seule. Jacques Tuillier était tout seul. Je ne me compare pas à un professeur au Collège de France. Mais je pense que ça a un sens de diluer dans tous les sens. Et d'avoir quelqu'un qui, à tort ou à raison, vous raconte sa passion. Le Gombrich, ils n'étaient pas 50 à le faire.
C'était une parole. Elle nous convient, elle ne nous convient pas, mais cette déperdition de la personnalité à propos de ce qui n'est pas une science, ce qui n'est pas une science, on peut beau l'appeler une science humaine, on fait ça aussi bien que possible, aussi raisonnablement que possible. On va aux archives, je crois qu'il y a le monsieur des archives ici, autant que possible, mais il y a un moment d'appréciation subjective, et s'il faut faire passer une sensation, un sentiment, il faut que ce soit une voix. Le point aussi, c'est qu'il faut que ce soit illustré. Il vient de sortir celui-là, je ne l'ai pas encore feuilleté. Histoire de l'art en images. C'est anglais. Pourquoi c'est anglais? Parce que quand c'est anglais, ça se vend partout et donc ça s'achète moins cher. Donc on peut avoir plein de produits anglais. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont plus de moyens linguistiques. Donc voilà, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, hein, je ne l'ai pas feuilletée. En tout cas, c'est en images. Ça veut dire que l'histoire de l'art, c'est des images. On se demande à quoi ça sert un historien de l'art alors. Mais regardez, 2500, il a fait plus fort, tout à l'heure c'était 1600. Vous voyez la surenchère sur les illustrations. Parmi les plus extraordinaires chefs-d'œuvre, par le biais d'images. Un musée idéal, bonjour Malraux, puisant partout. Et les meilleurs spécialistes, on ne les a pas comptés ici, hein, 612 pages. Cette invasion de l'illustration, elle date d'il y a longtemps. Gombrich, je ne sais pas... Léa, si je vaux Gombrich, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à faire cette histoire de l'art, j'ai fait une étude de marché, tout simplement, pour voir comment je pouvais faire trouver ma place. Et que, clairement, celui qui a explosé, on parle là de millions de lecteurs, alors que je ne vais pas vous dire mon tirage, d'ailleurs je l'ignore, mais enfin j'ai fait un bon tirage, paraît-il. Ça veut dire quoi? 10 000? C'est comme ça, je veux dire, c'est de cet ordre-là, hein, je ne sais pas exactement. Il y avait 407 illustrations dans la 14e édition. Ce n'était pas le cas au début. Vous voyez, c'est un vieux livre, hein, ça. New Edition, avec 200 illustrations en couleur. C'est intéressant de voir, y compris d'ailleurs, les jaquettes. La première jaquette que vous avez montrée, 1950. Vous vous rendez compte que la référence des gens aujourd'hui, c'est 1950. Ce livre est formidable, mais en 1950... Je veux dire, on nous parle de par définition, la pointe de l'art moderne, c'est 1950. Je veux dire, c'est dingue qu'on n'ait pas réussi à trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus faisable qu'on ouvre un mythe, qu'on offre un mythe, comme on offrait des Pléiades pour la communion, et qu'on les ouvre pas. Je me demande quels livres sont réellement ouverts. Très vite, on est passé à des images. Et là, je rejoindrai Léa, mais pleinement, ô combien. Regardez quelles images. Vermeer, tableau que j'adore, bien sûr. Mais enfin, il s'agit de Vermeer de Delft et la laitière. Il n'est pas question pour Gombrich, mais enfin, c'est normal, en 50, d'avoir une histoire de l'art globale connectée. Bien sûr, il parle du patrimoine. J'ai été cruelle dans Histoire de l'art pour tous. Je crains d'avoir un petit peu tué Jacques Tuillier, parce qu'il dit que on a beau dire la préhistoire et les arts africains, c'est pas de l'art. Il l'écrit dans sa préface, et je l'ai repris. Mais oui, c'est une génération. Gombrich, lui, a compris l'art de la préhistoire, mais il y a plein de choses qu'il ne comprenait pas. Il y a plein de choses qu'il ne connaissait pas. La notion d'art brut, le mot est inventé après lui. Art naïf, il peut savoir un petit peu. Oh, les arts primitifs, premiers, outsiders, de quelque manière que vous les appeliez, ça ne peut pas être de son rayon. Il ne s'est même pas posé la question. Et on prétend que c'est encore la Bible à offrir. Vous vous rendez compte de la responsabilité que ça représente? Il y a une expérience qui est celle de la sculpture. Ça, c'est encore un autre problème. Quand vous faites une histoire de l'art, vous ne faites théoriquement pas une histoire de la peinture. Or, la sculpture, très franchement, tout le monde s'en fiche. Les gens regardent très, très peu la sculpture, ne savent pas regarder la sculpture. Et les historiens de l'art, je parle de moi, ont beaucoup de mal à apprendre à correctement commenter une sculpture. Et en plus, il y a l'architecture. C'est la seule... dans toutes les éditions, il faudrait faire une communication sur les couvertures de Gombrich. Ce serait passionnant, je pense, sur l'histoire du goût. Mais je crois, en tout cas c'est la seule que j'ai repérée, qui ose mettre une sculpture. Et dans les histoires de l'art, je vous garantis qu'il n'y a pas de sculpture en tête. Une autre, en français, Histoire de l'art de Flammarion. Vous connaissez Van Gogh, une forme de modernité, Vermeer. Alors on tâche la mosaïque progressivement, parce qu'on se dit oui, mais enfin, il faut montrer la globalité. La mosaïque, voilà, art gothique, sculpture quand même, hein.
baroque, donc 2 sculptures, et puis il faut faire moderne. Un Mondrian, mais le plus éteint possible. Je crois que c'est un Mondrian qui devrait être en couleur et qu'ils ont mis en noir et blanc, parce que quand même, ça allait choquer un petit peu, ça n'allait pas avec la couleur. Ça veut dire qu'on transforme les œuvres aussi. Vous voyez, celui-ci, non, c'est pas celui-là, oui, c'est celui-là que je voulais montrer. La mosaïque ensuite, il faut moderniser aujourd'hui le Gombrich. Donc là, vous n'avez plus les œuvres du passé, vous avez Mondrian et la préhistoire. Il l'aurait peut-être totalement assumé, mais il est mort depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'on distord le Gombrich. Et ce que j'ai trouvé absolument sublime, c'est que l'édition que j'ai pas la toute dernière peut-être, elle a une double page de Pollock. Alors par curiosité, je suis allée voir dans l'index. Il y a 2 lignes sur Pollock. Il connaît à peine et il n'aime pas. Seulement, visuellement, une double page sur Pollock actualise le livre. Et Histoire de l'art de Jacques Tuillier, 2005 je crois, je me trompe à un an près peut-être. Vous voyez le bandeau, Égypte, Rome, Grèce, bien sûr la Renaissance italienne, allemande, je crois que c'est le Panthéon à nouveau, et ça, vous voyez ce que c'est? La pointe de la modernité, Jacques Tuillier, 2005. Nicolas de Staël, 1953. Après, non. Il avait le droit, c'est un magnifique professeur d'histoire du XVIIe siècle. Mais voilà, il n'a jamais pu supporter ce qui se passait, à tort, à raison. Sauf que quand on a 20 ans, est-ce que la pointe de la... Aujourd'hui, qu'on est pour tous, est-ce que c'est ça qu'on attend? Pas sûr. Alors, il y a eu une 2e édition. Maintenant, il est épuisé, on ne l'aurait plus. Égypte, c'est comme un retour en arrière. Botticelli et Gauguin. Alors, ce qui est tout à fait singulier aussi, c'est que ce Gauguin-là, je ne l'ai pas repéré tout de suite. Je n'ai pas su tout de suite ce que c'était. En fait, la même année, il venait d'atteindre un record de vente à New York. Donc, ça veut dire que là, le marché a permis à l'éditeur de proposer un truc qui était vraiment à la pointe pour la réédition. Vous voyez ce genre de choses, comment on distord visuellement des textes qui ont du mal à prendre. Distordre les images. Les images sont coupées, y compris chez Gombrich. Pas beaucoup, mais regardez. 2, je suis au jeu des 7 erreurs, c'est évident. Alors c'est rien qu'un petit peu, mais ça pose des problèmes. Parce que si vous voulez publier des Matisse, par exemple, vous n'avez pas le droit de donner un détail de Matisse. C'est juste impossible, vous ne pouvez pas. Plus, ça coûte beaucoup plus cher de publier un Matisse ou un Jeff Koons que, donc, vous êtes porté par les détails, par la couverture. Ça coûte plus cher une image de couverture qu'une image à l'intérieur, 4 fois plus cher. Et selon le tirage, ça peut aller jusqu'à 8 fois plus cher. Bon, donc vous mettez des œuvres anciennes. Alors vous pouvez aussi mettre des œuvres de l'ailleurs qu'on ne reconnaîtra pas. Sauf que vous êtes coincé également, parce que vous ne vendrez pas s'il n'y a pas les incontournables. Et donc il faut les incontournables, alors vous voulez introduire à une autre histoire. Mais les prescripteurs, ceux qui achètent, ce n'est pas les jeunes gens qui aiment. Les jeunes, mon fils de 15 ans va aimer le street art. Non, c'est papa et maman qui achètent pour Botticelli. Vous voyez l'extrême complication de tout ça. Tordre les images. Je me suis demandé si le Gombrich d'aujourd'hui serait pas remplacé par... Il y a 2 versions, elle est magnifique. C'est une aquarelle de l'Ermitage sur ceci qui se trouve à Amsterdam, je crois. Aujourd'hui, les images seraient plus flashy. Je parie qu'on mettrait celle-ci et pas celle-là. Comme si le médium de la peinture à l'huile un peu pâteuse, si vous voulez, c'est pas pâteux, mais c'est pas pâteux pour moi. Mais ça inquiète par rapport à des jeunes gens qui travaillent à l'acrylique, au feutre et compagnie. Voilà. Pourquoi j'ai marqué ça? Attendez, j'avais une idée. Oui, non, parce qu'on distord les images. Ça vient des nuls. Au fond, je me suis demandé jusqu'à quel point l'histoire de l'art n'était pas gênée par les œuvres d'art. Regardez, d'une certaine manière, le dessin est plus drôle et accessible, on reviendra sur le fait que ce soit un monsieur à béret, que les œuvres. Il suffit de regarder la littérature pour tous enfants. On refait la Joconde plutôt que de la peindre. Trop compliqué à voir pour un enfant. On introduit un petit chat dans les estampes japonaises, qui sont en plus un peu grivoises. Donc voilà, il faut modifier les images pour les acculturer. Regardez,
C'est un très bon livre. À l'intérieur, il est remarquable. Vraiment, j'ai rien à dire. Il est paru en même temps que moi. On a dû se faire concurrence. Je soupçonne qu'il en a vendu plus que moi. 1, c'est une mosaïque. 2, c'est drôlement bien choisi. Il y a un art de Lyell, le Japon, hein, ça mange pas de pain. Botticelli, l'Égypte et la soupe Gampel, Warhol. Tous sont repris. En impression, ça veut dire moderne, à la Warhol, à la pop, et puis ça permet de ne pas payer de droits. Ça bouge. Réédition, il faut changer, mais pas trop. Alors, la vague est remplacée par une montagne. L'Égypte est remplacée par cet objet précolombien. Voilà, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vous passez l'image pour la remplacer par un succès d'année. Et c'est un succès formidable. Il n'y a que l'impressionnisme qui ne se prête pas à un traitement graphique réinventé. Alors moi, j'ai choisi de ne pas mettre d'image. Parce que justement, c'était trop compliqué. Et j'étais très heureuse, parce que la réédition en briques, petite brique, donc c'était un hommage à Gombrich. Et puis parce que c'est compliqué, cette histoire d'image. Si on regarde à l'intérieur de Gombrich, aujourd'hui sur le site marchand, vous trouvez le patrimoine et juste à côté des images que n'a jamais choisi Gombrich et qu'il commente en une ligne, il n'y a que le nom, mais qui modernise visuellement l'ouvrage. Quand j'ai commencé, je vous ai dit, j'ai commencé ma carrière comme éditeur chez Larousse. Pas longtemps, mais 3 ans, j'étais toute jeune, j'avais 25 ans. Et donc j'avais lancé une collection les grandes œuvres de l'histoire, voilà. Et on m'avait appris une chose. L'écran de télévision a limité la lecture. Donc vous devez tout avoir sur une double page. Ne jamais passer la double page. Aujourd'hui, on vous parle de l'écran d'Internet et de vous savez, les cookies qui apparaissent, les ceci, les cela. C'est-à-dire que la double page, mais c'est juste impossible. La lecture complète que l'on voit chez Gombrich, vous voyez, est juste impossible si vous voulez faire une histoire de l'art pour tous. Attendez, je ne vous dis pas que c'est vrai, je vous dis que c'est la vulgate des éditeurs et que peut-être il faudrait y réfléchir autrement aujourd'hui. Mais ça veut dire que ce n'est pas qu'on ne sache pas lire, c'est qu'on a un temps de lecture et de zapping qui doit attirer ici et là. C'est le livre dont je vous ai parlé, dont je vous ai dit qu'il était bien, pas ailleurs. Ça veut dire qu'on aboutit à des trucs assez incroyables. C'est magnifique, hein. Et ça exerce l'œil, ça exerce à apprendre à voir. Et je n'en ai pas été dispensée, et je me suis amusée parce qu'on se prend au jeu. On se prend au jeu aussi, mais pas par démagogie, parce qu'on veut aider le lecteur. C'est vrai qu'on réagit comme ça. C'est vrai que, regardez, moi je suis une lectrice abonnée du Monde, pour des raisons que certains devineront, et je regarde le temps de lecture. 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. C'est rare de dépasser 4 minutes 50. Hein. Donc ça veut dire que toute la presse, tout le monde, pense en termes de temps de lecture. Et donc maintenant, je n'ai pas évité les dispositifs de lecture. C'est-à-dire que moi qui déteste les modes d'emploi quand je bricole, maintenant, pour ouvrir un livre, il nous faut un mode d'emploi. C'est quand même fou si on y réfléchit. Alors, mon idée obsessionnelle, j'ai droit à 5 minutes encore, je crois. Mon idée obsessionnelle était de créer des liens. Précisément parce que Internet, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et Wikipédia est remarquablement fait. Il ne faut pas rigoler, il y en a de très mauvais. Mais aujourd'hui, ayant travaillé chez Larousse, je sais comment on faisait le dictionnaire Larousse. On regardait le Robert, qui nous regardait. Donc, je suis désolée, mais je n'étais pas plus compétente que les gens de Wikipédia. Alors, on avait ça allait un petit peu... Non. Internet est un outil remarquable. Internet empêche les connexions chronologiques, idéologiques, mentales, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est cette affaire de lien qui m'a obsédée. Obsédée dans la définition des époques. Il ne faut plus dire des écoles, parce que là, ni les genres, c'est ni style surtout. Mais bon, voilà, j'ai été interdite pour lire la peinture, j'ai été interdite d'enseignement à l'université de Nanterre parce que j'avais osé consacrer une partie au mouvement artistique. Mais néanmoins, tant pis, j'ai passé l'âge, maintenant je fais ce que je veux. Il faut quand même connaître certains concepts avant de les battre en brèche. Donc, quand même, quelques études continues. Quelques études techniques avec leur zoom, leur application, leur champ d'études, effectivement. Ce que j'avais essayé de faire, effectivement, dans Lire la peinture bien avant. La vérité,
c'est que quand on fait une histoire de l'art, on a une double contrainte, un dilemme absolument impossible. Il nous faut les incontournables du patrimoine, la Joconde, et il nous faut ce qu'il fait la saveur de l'art aujourd'hui, c'est-à-dire l'art globalisé. C'est ce que j'avais essayé de faire là-dedans, et en le montrant, en effet, merci Léa de l'avoir compris, comme une histoire du goût. C'est-à-dire que la préhistoire, au lieu d'intervenir au début du livre, elle intervenait très tard, tout simplement parce que la préhistoire, elle a été connue bien avant, bien après, je veux dire, vers 1900, si vous êtes bachelier, vous ne savez pas ce que c'est que la préhistoire. J'ai essayé de tirer aussi des filiations, des comparaisons chronologiques, comme ici. J'ai essayé, et ce qui m'a amusé, je ne vous en ai pas pris, aucun des sites commerciaux de Hazan, y compris depuis, je crois que c'est la 3e réédition, n'insiste dessus, de présenter l'art brut, de présenter les arts premiers, de présenter les arts préhistoriques. Ce n'est pas les images qu'ils ont choisies sur leur site. Dieu sait qu'ils m'ont laissé faire ce que je voulais, mais ils n'insistent pas là-dessus. Ça, c'est absolument valable. Alors, est-ce que c'était vraiment beaucoup trop ambitieux? Oui, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur Bray. Les fragments d'une histoire globale. Je suis d'accord, Léa, remarquablement, avec votre intervention. On peut essayer des studies, des explorations, des études de cas. C'est la seule manière aujourd'hui de faire ce qui est indispensable, une étude, une histoire de l'art globale. Allez expliquer à un éditeur que vous allez passer par des études de cas pour faire une histoire de l'art pour tous. Ben là, il vaut mieux, peut-être j'y arriverai, je ne sais pas si ça m'intéresse encore, mais il vaut mieux avoir 65 ans. Mais peut-être qu'il me faudra encore 30 ans pour embarquer. Et alors là, ce sera trop tard. Mais ce n'est pas à votre âge, Léa, que vous allez y arriver. Ensuite, c'est compliqué parce que même sur le fond, connecté ou décloisonné, c'est bien une histoire globale. Mais n'oubliez pas que Botticelli, il ne connaissait pas les Incas. Donc il faut parfois aussi préserver une histoire cloisonnée et non connectée. Et ça, j'y tiens autant qu'à écrire une histoire connectée et décloisonnée. Question d'âge, sans doute. Je vais vite. J'ai expliqué pourquoi je pensais que l'histoire de l'art devait être faite, si possible, par un auteur. Qu'il y ait plein de gens, c'est une très belle idée. Et venant de tous les continents, mais moi je suis une lectrice de Belting. Ça ne résout rien parce que c'est la notion d'art qui est occidentale. C'est le concept d'histoire de l'art qui appartient à l'Occident. Histoire des images collectives, peut-être. Histoire de l'art, c'est une appropriation coloniale, pour utiliser un langage que j'utilise peu. Donc la collectivité n'y fera rien. Joanne Lamoureux, canadienne, m'a scié au moment où j'avais rendu mon manuscrit en me disant, à vrai dire, j'ai eu un abîme de mélancolie, mais tu sais, il n'y a jamais eu d'histoire de l'art écrite par une femme. Donc, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai hâte. Waouh! En 10 ans, j'ai progressé. Si j'ai des regrets, j'y aurais pensé, non pas à la remise du manuscrit, mais au début. Pour autant, je ne suis pas certaine que j'aurais forcément participé au mouvement d'expropriation des artistes mâles et d'intégration des artistes femelles systématiques. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème tout simplement, regardez, je reviens sur cette image, c'est hallucinant. Ce qui ne me choque pas, c'est qu'il ait le béret, c'est drôle, on est à Lascaux, et de fait, avant qu'on s'intéresse, nouvelle histoire de la préhistoire de Masno Citadelle, à une histoire délocalisée, celle de Fritz, l'ère franco-cantabrique, elle porte le nom de Franco. Mais qu'est-ce qui vous frappe? Le premier artiste est un monsieur. Il n'est pas venu à l'idée de l'illustrateur que l'art est une chose beaucoup trop importante pour que le premier artiste ait été une première artiste. Ça, ce genre de truc, une histoire de l'art pour toutes et tous, je ne suis pas encore tout à fait au point de pratiquer l'écriture inclusive. Ce que je referai aujourd'hui,
si je le faisais, je ne suis pas sûre, ce serait une histoire de l'art Harbour. J'ai presque fini. Kehinde Wiley et David. Kehinde Wiley est un artiste noir, homosexuel, qui a longtemps pratiqué, disons, un usage des stupéfiants assez prononcé. Il travaille depuis toujours sur la réappropriation de la peinture au modèle blanc. Il a fait un très beau cycle, très cohérent. La question de la beauté n'est pas tout à fait telle qu'on posait jadis. Sur la mort. Et aujourd'hui, il est exposé à la Fondation Cini à Venise, mais aussi au musée d'Orsay. Pourquoi au musée d'Orsay ? 1. Faire un musée pour tous, c'est partir, même si c'est un musée du 19e, de l'art contemporain, c'est-à-dire des préoccupations contemporaines. 2. Faire cela au moment de l'Ukraine, c'est parler de la mort, donc préoccupations contemporaines. 3. Faire cela quand on est noir avec des personnages noirs, c'est Black Lives Matter, évidemment. 4. Eh bien, il ne faut pas oublier que Orsay, c'est aussi le nu masculin. Et donc, une réflexion sur les gays dans l'art. Et bien entendu, c'est aussi le sommeil dans l'union. Réappropriation masculine de la Vénus de Titien Giorgione, je continue à dire, et réappropriation, bien sûr, de la Cléopâtre. Ce que je ferai au fond, c'est une histoire comme je voulais l'appeler. Mais les commerciaux n'ont rien compris et j'ai renoncé. Et d'ailleurs, je comprends qu'ils n'aient pas compris. Une histoire de l'art pour notre temps, c'est-à-dire une histoire de l'art pour notre génération, qui partent d'œuvres présentes pour tisser à l'envers des généalogies vers le passé. Est-ce que je le referai ? I'm afraid we're all stuck, avez-vous dit. Je ne suis pas sûre qu'on y arriverait. Mais ma fille a ceci sur son bureau. Fell, fell again, fell better. La 3e fois sera peut-être un petit peu meilleure. Alors après, on verra. Voilà pourquoi cette histoire pour tous se voulait d'abord une histoire pour notre temps.